Bonjour Miessa. Bonjour Kalina. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes militante féministe franco-algérienne. Vous contribuez régulièrement dans la presse algérienne. Vous êtes auteur de 2 romans. Le premier, C'est mon choix, disent les femmes soumises, qui est paru en 2019 aux éditions Coucou à Alger. Et vous venez de sortir un second roman, L'honneur à crédit, paru aux éditions France Fanon. En Algérie encore. Vous êtes féministe, on l'a dit. Comment est-ce que votre engagement féministe est né ? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je suis très honorée de pouvoir faire la première lancement de votre média. Donc, ça me convient très bien. Alors, pour votre question concernant... même avant de répondre à votre question, je voulais d'abord rendre hommage à une dame aujourd'hui qui est décédée, c'est Fadela Mrabat. Oui. Et c'est très important de parler de cette dame, ne serait-ce qu'en quelques mots, pour la convoquer à notre présent, parce que c'est une dame qui a fait beaucoup de choses, une grande intellectuelle, une écrivaine, une militante, une journaliste. Peut-être la première féministe algérienne post-indépendance. Totalement. C'est une référence du féminisme algérien et dont il est nécessaire de rendre hommage et surtout de rappeler à ses livres qu'elle a écrits et qui éclairent énormément. C'est une femme qui a joué sa peau, qui a joué sa tranquillité. Elle aurait pu très bien, parce que c'était parmi les premières femmes diplômées algériennes, mener une vie un peu loin du monde politique et de ses turpitudes. Mais elle a fait le choix de se confronter. Elle avait des émissions et elle attaquait directement. Voilà, exactement. Elle a même été jusqu'à affronter le pouvoir par rapport à la condition des femmes qu'elle contestait. Et voilà, donc je lui rends un grand hommage aujourd'hui. Par votre média, ça paraîtra peut-être un peu plus tard, mais il était très important de nous enregistrons au fait le lendemain du décès de Fadela Mrabat. Voilà, merci donc pour la précision. Alors pour revenir à votre question, d'où vient mon engagement féministe, je pense qu'il vient de très loin. Parce que j'ai été très tôt concernée par ce qui se passait autour de moi. Je suis née dans une famille où il y avait beaucoup de femmes et je voyais que cette condition-là ne me convenait pas. Et très tôt, par le biais de l'écriture, c'était quand j'avais 13 ans, en Algérie, il y avait des festivals de poésie. Mehrajan Shar al-Malhoun, qui se tenait à Sidi Bel Abbès, et j'ai commencé à participer à un âge très tôt. Les poètes venaient de toutes parts d'Algérie et j'avais commencé déjà à parler des femmes dans ma petite poésie toute naïve de l'époque. Donc j'avais même esquissé un roman qui s'appelait Fatima. Donc déjà la condition des femmes était au centre de ce que j'observais et de ce que j'avais envie de dénoncer. Donc il vient de très loin l'engagement qui s'est concrétisé bien sûr très tardivement, puisque j'ai pris une plume, il y a eu une coupure entre cette période-là, qui était une période un peu calme avec plein de promesses pour l'Algérie, et qui a été fracturée par la décennie noire, qui a poussé beaucoup de gens comme moi à partir, à quitter l'Algérie, et donc à se réapproprier notre environnement et notre langue. Et ça a pris des années déjà pour pouvoir parler, revenir vers l'Algérie et la raconter. Voilà. Mais alors, finalement, est-ce que la littérature, vous êtes venu à la littérature par urgence politique ? Ou est-ce par besoin d'écrire ou enfin, par intérêt narratif ? Certainement pas par urgence, parce qu'il est toujours urgent. Il est urgent depuis des années de parler de l'Algérie. Je pense que j'y suis venue par maturité. Il a fallu beaucoup d'expérience, beaucoup d'années, beaucoup de lectures. De vécu. Et de vécu pour pouvoir raconter l'Algérie. C'est surtout cet épisode. Alors le premier, c'est assez particulier, parce que le premier parlait beaucoup de la condition des femmes. C'est un roman très intimiste qui va derrière les murs pour raconter ce que subissent les femmes majoritairement enfermées, dont nos mères, nos tantes et tout ça, qui ont mis
peut-être beaucoup moins de chance que nous, Oui. qui sommes nés après l'indépendance et qui avons pu bénéficier de l'élan de scolarisation qui était à l'œuvre à l'époque. Donc voilà, mais le second, c'est une approche beaucoup plus... c'est l'indicible, c'est l'ineffable. C'est se confronter à un épisode tragique de l'Algérie et dans les femmes, à mon avis, a été les plus concernés, les plus sacrifiés dans Durant cette guerre cette civile période. qui était notre guerre, parce que au début, on avait la guerre d'indépendance que nos parents ont vécu menée, oui. et même ont gagné. Et la deuxième guerre, c'était la plus grande expérience de l'État algérien souverain post-indépendance. C'était la guerre civile algérienne des années 90. Et c'était notre guerre. On y arrivera lorsqu'on parlera du roman, mais avant d'aborder le roman, comment est-ce qu'on gère l'équilibre entre le militantisme et la fiction? Comment est-ce que vous gérez ça? Il n'y a pas de frontière entre les deux, en fait. Moi, je l'ai vu par ma plume. Et la plume, elle parle. Elle parle tout le temps. C'est pour ça que je fais constamment des allers-retours entre le roman, la fiction, dont je suis complètement plongée maintenant dans ce mode d'expression, et les contributions que je fais régulièrement depuis plus de 5 ans sur la situation en Algérie, sur la condition des femmes. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière. Je les mène de front, tous les deux. Ça nourrit beaucoup ma littérature. Et voilà. Est-ce que ça ne sacrifierait pas un peu, peut-être, le côté complexe d'un personnage, le côté contradictoire? Est-ce qu'on ne sacrifie pas un peu cela en faveur de la dénonciation, de la revendication? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Est-ce que ce n'est pas un risque? Moi, je pense que c'est pas les Ou mêmes... une difficulté? C'est pas les mêmes approches du tout. Alors on dit militant, ça dépend ce qu'on entend par militant, parce que je ne suis pas dans un cadre associatif, je ne suis pas dans la régularité du travail militant. Moi, je fais un travail très solitaire. Je suis dans mon monde à moi, dans mes lectures, dans ma distance, ma prise de distance qui fait partie de mon travail. Je ne peux pas être confrontée physiquement aux militants traditionnels. J'ai besoin de distance, j'ai besoin de les contredire parfois, de les fâcher même parfois, parce qu'on n'est pas toujours et tout le temps d'accord sur mes positions. Mais il me faut cette distance. Je ne peux pas travailler en tant qu'auteur, qu'autrice, en étant en prise directe avec autre chose que l'intellect. Et l'intellect, il remet tout le temps, tout en question. Ce n'est pas le fonctionnement du militant traditionnel. Alors, on va entamer la discussion sur le roman. L'honneur à crédit. Dans ce livre, on suit le parcours d'une jeune femme, elle s'appelle Lamia, qui échappe de justesse au massacre d'un groupe islamiste. Un massacre, abject, parce qu'il se fait avec les haches et les couteaux. Mais c'est surtout, un événement que l'on connaît. C'est un événement réel qui a eu lieu le 27 septembre 1997 à Ain Addam, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. 11 enseignantes ont été tuées ce jour-là par les islamistes du GIA à la sortie de l'école. Donc, dans ce roman, Lamia est la collègue de ces 11 femmes et elle échappe de justesse à ce massacre. Pourquoi avoir choisi de commencer le roman en plantant, en utilisant, on va dire, cet événement tragique pour planter le décor? Pourquoi démarrer tout de suite avec ça? Pourquoi ce contexte-là? Parce que c'est le point de rupture entre deux mondes. Et il fallait commencer par ce point-là pour arriver après ensuite dans le roman à d'autres choses, à un autre voyage, celui de la quête de soi, de la libération de sa propre personne. Évidemment, j'aurais pu aller complètement dans la fiction, c'est-à-dire imaginer un traumatisme par l'assassinat. C'est tragique ce qui s'est passé et c'est très violent. Mais je voulais faire ce devoir de mémoire, en fait. C'est peut-être le côté militant dont on parlait tout à l'heure.
c'est d'abord de rappeler ce que ça a été, dans toute sa violence, dans toute son horreur, dire ce qu'ont subi ces femmes-là. Et ce n'est qu'un échantillon. Et je l'ai voulu, justement, réel, parce que la réalité, en ce qui concerne cet épisode de l'histoire de l'Algérie, a dépassé toute fiction. Il y a eu même parce que j'ai dû quand même beaucoup lire, hein, me replonger dans cette période-là, lire tous les récits et tout ça, et j'en ai presque attrapé une dépression, en fait. Justement, c'est toute la difficulté justement de partir, parce que même lorsqu'on lit, hein, au début, on connaît tous cette histoire-là, c'est un des événements tragiques qu'a connu l'Algérie, qui a traumatisé l'ensemble de la population. Vous parlez d'une rupture. C'était au début, vous avez dit parce que c'était le point de rupture, mais c'est le point de rupture entre quoi et quoi? Entre deux mondes. Alors on avait un monde libéré, post-indépendance, avec beaucoup de promesses, complètement imparfait, hein, avec beaucoup de défauts, mais il était plus ou moins calme pour nous à notre échelle de citoyens. On parle d'avant la décennie noire. D'avant la décennie noire. Il y a eu octobre 88 et tout ça, ça commençait déjà Mais bon, octobre 88, il a enfanté le multipartisme, la liberté de presse et tout ça, donc il était beaucoup moins, malgré les victimes qu'il a fait, le sacrifice qu'il a dû consentir, ça a enfanté quand même de quelque chose de positif. Mais l'islamisme, cette rupture, cette scission entre deux mondes s'est faite avec beaucoup de sang et sur une durée c'était une dizaine d'années quand même, une décennie entière, où le sang coulait à flot. Donc, et l'Algérie d'aujourd'hui et celle d'avant les années 90 sont complètement différentes. Il y a deux mondes. On a vécu vraiment deux mondes absolument différents. Et il fallait expliquer comment on est passé d'un monde où la religion, elle était là, mais les gens ils faisaient avec, les gens, c'était vraiment individuel. Hein. Il y avait des conservatoires, il y avait des promesses, des champions, des auteurs, des diplômés. C'était peut-être pas pareil partout, hein, parce qu'il y a des régions aussi en Algérie qui n'étaient pas non plus dans le calme. En fait, il y avait un début de sécularisation. J'ose même pas imaginer toutes ces personnes qui sont parties, parce qu'il y a eu quand même une espèce de saignée des cerveaux algériens. Tout ce qu'elle a formé, l'Algérie, elle a formé pas que des Algériens. Elle formait des gens du Moyen-Orient, des gens d'Afrique. C'était un pôle vers lequel les gens se dirigeaient pour se former, pour avoir un métier, pour ce que vous voulez. Donc, et avec une mentalité quand même assez apaisée. C'était plein de promesses. Il y avait de l'espoir, les gens Il y avait de l'espoir, on n'avait pas ces rapports tragiques avec la langue qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas cet islamisme qui a quand même couvert toute l'Algérie, mais couvert dans le sens physique. Les femmes, elles sont vraiment... Alors, elles étaient invisibilisées un petit peu dans les maisons avant, mais toutes celles qui partaient à l'école, toutes celles qui étaient scolarisées, tout ça, c'était un autre monde. C'était la liberté vestimentaire, enfin, goûter à ce que c'est que de vivre dans un pays plus ou moins libre, avec tous les défauts qu'il y avait, parce que c'était pas non plus... C'était aussi la dictature, mais c'était pas... Bien sûr, c'était la dictature, mais à mon âge, on n'était pas très conscient ni trop politisé à l'époque, donc pour nous, ça allait. Et est venu l'islamisme qui a obligé beaucoup de gens à partir. Et vraiment tout ce que l'Algérie a formé, parce que ce n'est pas que les étudiants qui sont partis. Il y a les professeurs qui sont partis, les médecins, les ingénieurs, les écrivains. Plein de gens ont quitté l'Algérie. Et je pense que cette perte-là n'est toujours pas restaurée, quoi. Les gens, elle n'est pas restaurée, puis elle se poursuit. Et elle continue. Donc il fallait commencer par dire pourquoi on est passé de ce monde-là au monde semi-islamisé, on ne sait plus, avec des problèmes d'identité, des problèmes de langue, des problèmes sociaux, des problèmes d'éducation, des problèmes de justice. On est sur une palette quand même assez large de la régression dans notre pays. Donc, il fallait dire pourquoi, l'expliquer. Et bien, c'était par cette violence-là qui était comme un choc qu'on a subi collectivement. Et donc, cette violence... La violence dont on parle, cette violence qui a eu lieu le 27 septembre 1997 contre ces femmes enseignantes, elle ciblait les femmes ou est-ce qu'elle ciblait la transmission du savoir? Les deux. Ou les deux? Les deux.
D'abord, ils avaient un modèle, les islamistes. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Ils avaient un modèle de société. Ils avaient un modèle pour les femmes. Il fallait les faire rentrer dans ce moule qu'ils voulaient pour toutes les femmes. C'est-à-dire, d'abord se couvrir, ensuite s'enfermer chez soi, et surtout ne rien transmettre du tout, que faire le ménage et des enfants. Voilà, c'était ça la vision islamiste, intégriste qu'ils voulaient pour nous. Donc il fallait faire des actes spectaculaires de violence comme ça pour contraindre les femmes à rester chez elles. Et ça marque, et ça nous a marqué, hein, ça marque les esprits. Mais malgré tout, il y a eu du courage et des femmes ont continué à travailler et tout ça. Il y a eu aussi des étudiantes en médecine, en architecture, et qu'on n'a plus jamais revues, hein, qui ont été assassinées. D'où le fait que les gens partaient en masse. Et que je relate justement, peut-être avec le voyage de Lamia, ou son exil plutôt. Lamia donc est l'héroïne du livre. Elle sort traumatisée de cette histoire. Elle décide de quitter le pays, mais c'est intéressant, elle ne quitte pas le pays seulement parce qu'elle est menacée en tant que femme. Elle quitte le pays parce qu'elle a cette sensation, voire cette certitude que la société algérienne était en train de basculer aussi, c'est-à-dire pas seulement politiquement, mais culturellement. La société algérienne était en train d'abdiquer devant le rigorisme islamiste. Et finalement, elle s'en va parce qu'elle a envie de vivre. Comment est-ce que vous avez construit ce personnage ? Alors, oui, pourquoi elle en est venue à désespérer au point de partir ? Parce que, après le deuil qui lui a pris beaucoup de temps pour absorber ce choc sans médecin, sans guérisseur, sans rien. Hein. On est livré à sa souffrance, à nous-mêmes et tout ça. Et puis, elle observait sûrement autour d'elle ce qui se passait parce que, elle regardait les femmes. Et elle a compris que... Et il y a ce petit ami, d'ailleurs, qui finit par lui dire... fais attention à ce que tu portes, fais attention à... Réflexe classique de sécurité, mais l'enfermement commence toujours avec des bons prétextes. Hein. On vous dit que c'est pour vous protéger. Hein. Et elle, son petit ami, justement, ou son fiancé, il lui avait demandé de faire attention. De se couvrir pour ne pas... Par sécurité, c'est pas contre elle, hein, mais c'est parce qu'il faut faire attention. Et ça, elle l'a pas accepté. C'était abdiquer. Pour elle, ça, c'était abdiquer. Ça, c'était rendre les armes. Et elle était décidée à vivre pour toutes ces femmes qui n'ont pas pu le faire. On avait soit abdiqué, rester, porter le voile et tout ça, soit se fondre dans le paysage, ou alors combattre. Mais comment ? Avec qui ? Par quels moyens ? C'était compliqué d'identifier. Il n'y avait pas il y avait que l'armée à l'époque qui prenait ça en charge, donc il n'y avait pas de place. Et puis, où partir ? C'est un appel à la vie. Hein. C'est un appel à se venger par la réussite, par le combat, par la lutte, en se préservant dans un premier temps. Parce que partir, c'est se préserver aussi un petit peu. Donc, elle a décidé de s'éloigner. Déjà pour voir de quoi on voulait la priver. Parce que quand vous êtes là-bas, vous ne savez pas de quoi on vous prive, on vous dit de rester à la maison. Mais il y a la vie, il y a le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde que je ne suis pas censée aller voir et chercher ? C'est ça qu'elle voulait. Elle voulait voir ce monde, justement, dont elle était destinée à se soustraire. Donc, elle part. C'est un hymne aux femmes qui... Je ne voulais pas de femmes victimes. Je ne voulais pas de femmes qui pleurent. Je ne voulais pas de femmes qui suivent un mauvais chemin, comme on le voit. Il n'y a pas d'autre voie que de devenir n'importe quoi. Je voulais une femme qui se bat, qui soit un modèle. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, qui choisissent de réussir soi-même. Et puis aussi parce que la libération, le vrai combat, ça commence par soi-même. Le point zéro, c'est soi, hein. Donc, à partir du moment où vous êtes libre et vous connaissez la valeur de la liberté, vous la défendez comme personne. Il n'y a que les gens qui sont soumis, qui ne défendent pas. Ils deviennent même des ennemis de la liberté parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais quelqu'un qui a goûté à la liberté, qui a voyagé, qui est parti, qui s'est battu, qui tombe et qui se relève et tout ça, une personne pareille, elle ne va jamais accepter que vous la mettiez sous tutelle ou sous quoi que ce soit.
c'est des bâtons, c'est des gens féroces. Ils laisseront pas passer, voilà, le fait qu'on veuille les enfermer. Donc, ils défendent la liberté, d'abord pour elles-mêmes, ou même pour les hommes d'ailleurs. Parce que les hommes aussi sont appelés à se libérer, c'est pas que les femmes. Tout à fait. Mais alors, elle arrive en France, donc elle s'en va. Elle arrive en France, elle est confrontée à une nouvelle répression, à une nouvelle forme de pression. Peut-être pas la répression, mais à une nouvelle forme de pression. En fait, elle est hébergée par 2 familles successives. Les femmes, les maîtresses de maison de ces 2 familles vont projeter sur elle des stéréotypes, leurs peurs, leurs stéréotypes. Et finalement, elle va fuir les 2 familles qui l'ont hébergée. Ah oui. Parce que, bon, j'ai mis évidemment des femmes et aussi des types d'immigration différentes. Parce que vous avez la première famille, elle est complètement, c'est la banlieue. C'est l'ombre de Paris, comme je l'appelle. Et très conservatrice, très... bien sûr, parce qu'ils n'ont pas fait le chemin que l'Algérie a fait. En Algérie, il y avait plus de liberté que des femmes dans le milieu d'immigration en France. Ça, on se rend compte quand on arrive ici. Et dans les milieux très fermés, dans les banlieues et tout ça, moi, je me rappelle, ils rapatriaient leurs filles en Algérie pour pas qu'elles se marient avec un Européen. Et quand elles venaient chez nous, elles étaient quand même... C'était le choc de voir autant de liberté pour les filles. On était plus libres, il faut le dire. Et quand on est venu en France, on était aussi tout aussi libres, encore confrontés à se prendre en charge, à trouver un boulot, à étudier pour certaines en même temps. Voilà, donc c'est pas le même schéma, c'est pas, ils vivent dans la peur de la mixité, tandis que nous, quand on arrivait dans les années 90, on n'avait pas peur de la mixité, on la cherchait même. C'est pas donc... Puis elle existait déjà. Elle existait la mixité déjà... peut-être pas, mais la libération, elle avait commencé, bien sûr, parce qu'on était sur un modèle, en tout cas pas islamiste. Même s'il y avait le code de la famille, il y avait toutes ces choses-là qui sont très contraignantes pour les femmes. Mais là, on parle aussi de liberté basique. Et la peur ici, dans le milieu d'immigration, c'était c'était la mixité avec l'Europe. Oui. Voilà. Pour certains foyers. Bon, là, je parle des banlieues, dans le prolétariat où que se sont créées les sociétés démocratiques. Mais alors, la deuxième, elle est française. Elle, pour le coup, elle n'est pas dans le schéma de cette femme traditionnaliste. Et pourtant, elle va un peu malmener Lamia. Oui, elle va la malmener parce qu'il y a là, on va retrouver l'ombre coloniale. C'est-à-dire que en France, on se rend compte que le travail sur la colonialité n'a pas été fait. Il obsède encore les esprits à nos jours. Donc, tout de suite, c'est soit la gentillesse supérieure, soit quand on devient l'égal de l'autre, c'est pas accepté. Tout le monde veut garder un schéma de pensée qui fait que vous venez d'une ancienne colonie, donc forcément, soit vous faites les petits boulots, vous avez le droit peut-être à la condescendance très sympathique, mais voilà, c'est pas accepté comme tout de suite une femme pleinement évoluée, émancipée, diplômée, capable de prendre son sort en main. Et je pense que ça continue un peu ce paternalisme ou maternalisme, comme on l'appelle comme on veut, ça dépend de qui en est l'auteur, de nous figer dans une image traditionnelle de la petite victime, de la petite femme qu'il faut prendre sous son aile. Mais dès que vous venez à l'égal, ça devient différent. Ça devient une menace. Je pense au personnage, sans spolier le livre, il y a eu 3 stations et pas que 2. Parce que toutes ces femmes-là l'ont aidée indirectement à la mettre sur le chemin de la liberté absolue. De s'émanciper, mais de manière radicale. Parce que autant la première station, c'est ce qu'elle voit, un visage de la France, peut-être de cette époque-là qu'elle ne connaissait pas. Elle est confrontée à une certaine vérité dans les banlieues et tout ça, dans l'assimilation qui n'a pas été faite, beaucoup de choses qui sont restées dans un rapport de colonialité, il faut le dire. La deuxième station, c'est peut-être aussi le fait que certains n'acceptent pas non plus
l'évolution, donc qui sont nostalgiques ou qui le restent. Alors c'est maquillé peut-être d'une certaine ouverture, mais qui n'est pas toujours vrai, de maintenir ces femmes ou un rapport de supériorité par rapport à ces femmes et parfois même à des hommes. Il y a aussi une troisième personne, parce qu'elle est logée aussi 3 fois, hein, pas que 2. Par sa copine. Par sa copine. Et là, on voit le chemin de libération, à quel point il est dur. Comme ce n'est pas facile hein, de devenir une femme libre, vraiment libre. Et la troisième, il y a 2 modèles en fait. Il y a celles qui vont aller jusqu'au bout et celles qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout et à un moment donné, elles vont renoncer. Donc oui, c'est des stations, c'est des situations qui montrent les différentes facettes en fait du chemin ardu vers la liberté. Et le livre est un combat, c'est une lutte d'indépendance personnelle, hein, individuelle. Oui. Elle est souvent dans le questionnement. On le voit dans l'épisode où elle va s'épiler, hein, parce qu'elle a rendez-vous avec son bien-aimé, voilà, son amoureux. Elle va s'épiler et dans comment dire, dans le côté inconfortable de la séance d'épilation, surtout quand on le fait soi-même, elle va se poser la question, est-ce que finalement, en souffrant ainsi, à essayer d'être belle, elle n'est pas dans la soumission? Et puis à la fin, elle est quand même satisfaite du résultat. Elle est contente de se regarder dans un miroir et de se trouver belle. Une fois l'opération épilation terminée, il y a quand même des questionnements existentiels entre, ou peut-être une ambiguïté. Voilà, un questionnement sur l'ambiguïté entre la séduction et la soumission. Et parfois, peut-être qu'à force de vouloir être libre et à force de ne pas avoir été libre, on ne sait pas à quel moment on agit comme une soumise ou comme une femme qui veut séduire. Et il y a peut-être un jeu entre les deux qui va mettre mal à l'aise une femme qui cherche à s'émanciper. Alors, j'ai parlé de la séance d'épilation parce que celle-là, elle impressionne tout le monde. Parce que c'est l'intimité. On est dans l'intimité d'une femme, hein, comment elle se prépare à l'amour, voilà, comment aimer en fait, comment aimer sans tomber dans la servitude, s'infliger ces séances incroyables d'épilation, voilà, le prix à payer pour être conforme. Donc elle le fait malgré tout, même si elle sait que bon, est-ce que vraiment je ne cède pas un petit peu un certain conformisme en me conformant toujours au statut, enfin au canon de beauté qu'il faut s'épiler, souffrir, je sais pas quoi, plein de choses. Oui, c'est un acte intime qui dit que comme quoi c'est pas facile de trouver des réponses. Tout est dans la nuance. Tout est dans... On fait des choses comme ça. On fait plaisir parce qu'on aime. Et puis on est conscient que c'est pas stupide, mais bon... Ou pas, ça peut être stupide, ça peut ne pas l'être. C'est interpréter chacun comme il veut. C'est très intime. Je l'ai vraiment glissé là dans le livre pour rentrer les hommes surtout, hein, parce que c'est des grands lecteurs de mes livres parfois. Les hommes vous lisent plus que les femmes? Oui, je reçois plein de courriers de la part des garçons parce que je sais pas comment on doit le prendre. Je les rentre dans une intimité peut-être. Qu'ils ont envie de connaître. Oui, les Algériens notamment, et même peut-être au-delà, ils ont besoin d'aller derrière un peu parce qu'il y a tellement de barrières et tout ça, et quand vous les prenez par la main et vous essayez de leur montrer finalement ce monde auquel ils sont interdits. Voilà, ils comprennent peut-être, ils sont contents parce que eux aussi ils ont envie de liberté, ils ont envie de plus de rapports décomplexés avec les femmes, d'aimer aussi librement, d'être fragiles. Vous diriez qu'ils souffrent du manque de liberté des femmes finalement? Indirectement, ils en souffrent. Mais bien sûr, mais bien entendu, on le voit. Ils sont heureux quand il y a des femmes. Ils sont propres quand il y a des femmes. On l'a vu pendant le Hira, quand ils sont sortis. Oui. Je parle des gens lambda même. Hein. Oui. Ils ne laissaient rien traîner. Ils nettoyaient tout. Ils étaient heureux d'être Ils étaient heureux. Ensemble, moi, je me rappelle, le 1er novembre 2019, j'avais participé à une grande marche féministe pour le 1er novembre et tout ça. Mm-hmm. Les garçons venaient, ils se jetaient comme ça devant nous et tout. Enfin, c'était très maladroit, mais très sympa. Donc, je pense, oui, que l'Algérien, il a envie d'avoir des rapports normaux avec les femmes. Il a envie de se mélanger avec les femmes. Et complètement, il y a beaucoup plus de gens ouverts qu'on ne le croit. Ils sont cachés parce qu'il y a beaucoup d'interdits et qu'il y a un enjeu social derrière ces interdits. Bon, enfin, si on les aide un peu, si les femmes commencent à s'ouvrir, à se battre et à dire qu'il n'y a rien de...
Pas la peine de mourir et de devenir une hourie pour vivre une belle relation avec l'autre. C'est très possible. Et tous les hommes ne rêvent pas d'une hourie forcément. Ils veulent des houris maintenant. Pourquoi attendre de mourir? On continue, on revient sur Lamia. Elle est étudiante. Et elle va devoir travailler pour payer ses études, payer son loyer, etc. Et elle travaillera dans un média. Ce média est un média arabe, Kul al-Arab, je crois que ça s'appelle. Et là, elle est confrontée, en fait, elle rencontre quelque chose d'assez, en tout cas moi, qui m'a beaucoup intéressée. C'est le caractère très panarabiste, on va dire, de l'idéologie que portent les deux journalistes. Et ils sont très portés sur la question arabe, la question musulmane et le monde arabo-musulman contre l'Occident. Comment est-ce qu'elle vit? Comment elle se positionne dans cette configuration? En fait, les années 90, tandis que nous, on vivait la phase finale de l'intégrisme islamiste, c'est-à-dire le massacre, le truc gore avec le sang et tout ça. C'était la fin des années 90. Même pas, c'était au début, au des années 95, 14, 15. 17, voilà. Donc, on était en plein dedans en Algérie, en Europe commençait un certain entrisme islamiste. Et en fait, c'était vraiment très subtil parce qu'il a commencé par les médias, en fait. Alors, il y avait des médias, il y avait beaucoup de médias en France, des pays arabes, de différents pays arabes. Il y avait plein de journalistes, une grosse communauté de journalistes arabes à Paris. Ça, c'est votre observation. C'est pas ça, oui. Et c'est le contexte dans lequel l'histoire, parce qu'il y a une intrigue qui va se passer justement dans... Et l'ancienne garde journalistique qui était constituée de beaucoup de journalistes qui venaient du Moyen-Orient et tout ça, et elle était remplacée petit à petit par d'autres formés, par de nouveaux types de médias qui étaient les médias à information continue, qui commençaient, parce qu'après la guerre du Golfe, il y a eu ce phénomène médiatique de médias continus, parce qu'ils transmettaient en direct tout ce qui se passait sur les terrains de guerre. Et après la fin de la guerre, on a gardé ce format. Et pour qu'il soit viable, il y avait plein d'émissions à l'intérieur, entre chaque bulletin d'information, il y avait des émissions, on discutait de tout et de rien. D'ailleurs, ça continue, on le voit. Et ce type de médias, je pense, c'était le meilleur vecteur d'idéologie nouvelle qui commençait à envahir le monde entier, pas que la France. Et c'était un moyen déjà, pas en avant-garde, mais en avant-première de ce qui allait advenir plus tard, c'est-à-dire la prise en otage des opinions publiques. Et en France... C'était une espèce de soft power, en fait. Totalement. C'était, voilà, donc on a commencé à voir les mastodontes qui venaient du Proche-Orient. Donc eux, ils sont numériquement pas très nombreux. Ils n'ont pas de communauté en Europe. Alors au nom de l'islam, c'est tellement plus pratique d'appeler à la communauté musulmane. Et c'est comme ça qu'il y a eu un rapt sur la communauté musulmane en France. On a récupéré les journalistes venaient des pays musulmans. Parce qu'ils n'avaient pas non plus, même pas de journalistes, ils n'avaient rien en fait, ils n'avaient que le cadre. Mais les gens qui apportaient le travail et tout ça, ils étaient de différents pays arabes. Il y avait Al Jazeera, l'Arabia, il y a maintenant une multitude maintenant, et qui agissent peut-être comme des vecteurs idéologiques, chacun selon ses convictions, sa croyance ou sa stratégie. Et ça se passe dans ce contexte-là. Mais on n'en dira pas plus parce que, justement, c'est l'intrigue qui se passe. C'est un entrisme. C'était le début ici en France. Et alors, pour vous, est-ce qu'il y a eu une conséquence de cet entrisme islamiste? Totalement, oui. Bah, oui. Comment vous le décrivez? Parce qu'on voit aujourd'hui, les débats qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas il y a 30 ans, sur c'est un islam très visibilisé, parfois agressif. La question des femmes, on est dans un pays à tradition libre pour les femmes et tout ça. Le voilement devient un enjeu médiatique, politique. Voilà, c'est tout ce bruit qui est fait autour de la question de l'islam qui, pour moi, est très dangereux parce que c'est des interprétations et une sortie aussi de nos traditions, nous, en tant que Maghrébins, enfin, au Maghreb,
Afrique du Nord, qui a une autre tradition, qui a notre islam à nous, soufi, tout ça. On est sorti de tout ça. Qui est en train de disparaître. Qui a disparu, peut-être pas. Mais au profit d'une idéologie conquérante qui modifie tellement de paramètres à la fois et qui prépare à d'autres soumissions. Donc, voilà, le voyage de Lamia, il va la confronter à cet entrisme-là qui était embryonnaire à l'époque, dans les années 90, et qui est devenu assez important aujourd'hui. Nous sommes un pays de confusion. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous un pays de confusion ? Parce que nous avons des problèmes de mémoire et d'authenticité à gérer dans la mémoire. La mémoire, elle est encore encadrée, on va dire, elle n'est pas libre, on ne peut pas revoir, par exemple, l'islam, tout le monde sait maintenant qu'il y a beaucoup d'interprétations dans l'islam, que la maison islam, elle doit être revue, on l'a repensée. Il y a eu de grands intellectuels qui l'ont fait. Qui ont tenté la réforme. Mohamed Al-Koun, par exemple, qui est un Algérien, ou un franco-algérien, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus. Qui est islamologue. Qui est islamologue. Il n'y a pas que lui, et dans le monde arabe aussi, il y a beaucoup de gens, ou le monde arabo-musulman, il y a Faraj Fouda, il y a Shahrour, il y a beaucoup de courants de pensée qui sont réformistes, mais qui ont été marginalisés et par les pays, et par les gouvernances locales, qui se sont mis à surenchérir un peu sur les islamistes parfois, et maintenant ils sont débordés. Voilà, donc il y a une confusion totale entre la langue et le pays, entre le fait que nous, on ne met pas suffisamment en valeur notre patrimoine et nos profondeurs civilisationnelles. On a l'impression qu'on existe d'hier. L'histoire telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est une histoire estropiée et qui prive l'Algérie d'un immense arriéré civilisationnel. Sa contribution, par exemple, en Méditerranée, dans les différentes civilisations, le fait qu'elle a été multiple très tôt, sa dimension indiscutable de la mazérité. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas mises sur la table. Il faut un jour, il faut le faire. Il faut le faire si on veut avoir une grande nation, si on doit être conforme et à la hauteur de la géographie de l'Algérie. Et si on veut faire nation aussi. Si on veut faire, on fait nation, sauf qu'il faut faire ce type de réglage. Il devient urgent aujourd'hui parce que ça nous vulnérabilise. Il faut absolument tout intégrer en valorisant et notre rapport culturel, enfin notre socle culturel. Alors ce travail qui n'a pas été fait, est-ce que vous pensez qu'il a contribué à fractionner un peu le champ littéraire en Algérie entre les arabophones, les francophones, les amazigophones, parce qu'aujourd'hui il y a une production assez importante de livres en tamazight. Est-ce que finalement c'est une production littéraire algérienne qui ne se rencontre pas, c'est-à-dire ces trois fractions qui ne se croisent pas, qui ne se rencontrent pas. Ah si, elles se rencontrent. Je pense qu'on a 3 langues. Elles sont... 3 langues. Moi, j'ai rajouté le français. Mais parce que c'est une réalité qui est occultée. Oui. C'est la réalité occultée. Voilà, exactement. Mais par exemple, pour ce qui est de l'amazigh ou l'arabe, donc bien sûr, c'est des langues nationales et officielles. Ça, c'est une réalité. Je pense que de plus en plus, le pays, il verse complètement dedans, malgré les apparences. Oui. Mais le débat, il existe aujourd'hui pour assumer pleinement qui on est. Qu'il faut arrêter d'importer même nos origines, ce n'est pas raisonnable. Et c'est ça qui risque d'emmener vers la fragmentation. Donc, on est dans un effort de tout englober, reconnaître, être. Nous sommes. L'Algérie est un pays, un grand pays. Donc, voilà, c'est cette approche-là qui est pleine de reconnaissance. Et puis, pas une reconnaissance pour reconnaître, c'est juste pour faire le ménage dans notre maison. Les gens cessent un peu de s'inventer des origines ou d'être des cibles pour certains pour nous déstabiliser ou des choses comme ça. L'Algérien, il a une dimension, il a une histoire, il a des racines, il a une origine. Et on tente, d'une certaine manière, on tente quand même de la... comment dire, de perturber un peu cet être multiple. Par exemple, quel regard vous portez sur les tentatives du régime algérien d'isoler la langue française finalement de tout, de l'université. Aujourd'hui, on est en train de parler de remplacer, d'enseigner la médecine en anglais.
c'est même pas en arabe, mais en anglais, c'est-à-dire de remplacer le français par l'anglais, etc. Il y a une volonté de défranciser la société algérienne, alors que, vous en êtes la preuve, des auteurs algériens écrivent des œuvres algériennes en français. Hein, nous sommes francophones, nous sommes nés... Enfin, moi, je sais que j'ai parlé français très, très, très tôt. On ne peut pas lire ce qui se passe aujourd'hui en Algérie sans le mettre dans le contexte international. Et on est en plein... il y a un désordre mondial aujourd'hui. Il y a des passations de puissance d'un côté comme d'un autre. Il y a un partage du monde qui se fait aujourd'hui. Il y a des puissances, un nouvel ordre. Oui, il y a des puissances qui dégringolent, d'autres qui émergent. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas lire la situation algérienne aujourd'hui sans prendre en considération ce paradigme et ce prisme-là. C'est à partir de là qu'il faut le lire. Et en Algérie, il y a un changement, oui. Il y a une radicalisation qui est présente. On nomme pas l'extrême droite, mais elle existe en Algérie, l'extrême droite aussi. Elle existe en France et elle existe. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils se nourrissent les uns les autres. C'est-à-dire, on a deux extrêmes qui veulent changer peut-être qui aborde la question de l'influence de la langue française ou qui assimile la France à la langue. Mais ça, c'est une confusion. La colonisation à la langue, ouais. Autant on a rattaché l'Algérie à la langue arabe à la religion, à l'arabité. Et on s'est enchaîné à ça. On veut faire pareil avec la langue française. On veut aussi faire, si on parle français, ce que c'est la France. Voilà, Hezb France. Donc, c'est ces deux extrêmes-là qui mènent le monde, nos rapports méditerranéens, ils les mettent en péril. Ni la langue arabe signifie qu'on est des Arabes, on a nos propres... Ni parler la langue française signifie qu'on est des Français. Enfin... Pour les Algériens. Maintenant, il y a les États-Unis, il y a une grande qui est en train de... On voit ce qui se passe maintenant au Proche-Orient et tout ça. Il y a une autre Paxa, on est sous Paxa Americana, et peut-être que la tentation aussi en Algérie est de se mettre un peu du côté des puissants du moment, et ça se fait au détriment de l'Europe en entier, parce que l'Europe, elle est faible en ce moment, et malheureusement, donc elle ne peut pas défendre ses intérêts comme il faut, même en Afrique, on l'a vu, le fait que beaucoup de pays africains se sont détachés de l'influence, de la zone d'influence française. Oui. Je pense que l'Algérie, en quelque sorte aussi, qui est un pays souverain, il faut le rappeler, elle fait aussi ses choix. Voilà. Des choix qui sont peut-être... qui ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité linguistique algérienne, du fait que c'est un pays de diversité, c'est un pays méditerranéen, c'est un pays qui a des liens spéciaux aussi avec la France. Il n'y a pas que la mauvaise histoire, il y a beaucoup d'histoires, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis l'indépendance, et qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de l'extrême droite française aussi, parce qu'elle se nourrit aussi de ces... des accords, des polémiques parfois qui ne sont pas à la hauteur ni de la France ni de rien du tout. Donc il faut faire très attention à mon avis là-dessus. Il y a un contexte international, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas toujours dire le pays, l'État, il faut aussi que nous, les démocrates, nous, les dits progressistes, nous, les francophones, on se batte aussi pour notre place. Parce que si on décharge tout sur l'État, si l'État ne nous voit pas, si on ne bouge pas, ben nous aussi, on disparaît. Il faut aussi que le travail se fasse par les concernés eux-mêmes. Un travail structuré, continu. Il faut lutter si on veut avoir cette langue, la garder. Parce qu'elle fait partie. En fait. Elle est la nôtre. Elle est la nôtre. La France, voilà, c'est pas la France. Elle n'est pas qu'aux Français. Comme l'anglais n'est pas qu'à l'Angleterre, il y a plein de pays qui le parlent ou qui l'incluent dans leur panel de langues, sans que ça fasse d'eux des Anglais. C'est pareil. C'est cette indépendance-là qu'on n'a pas encore réalisée, ou certains jouent dessus, peut-être. Moi, je dirais. Donc, si on a envie d'exister. Bah, moi aussi, j'aurais pu aussi éditer aussi en France, mais nous, on veut le faire pour l'Algérie parce qu'on parle de l'Algérie, on parle de la situation algérienne, on s'impose. Faut le dire, mon livre, il est distribué et je suis vraiment très contente que ce soit fait. Donc, il faut faire acte de présence, il faut faire acte de combat, il faut être cohérent.
on veut cela, donc il faut se battre pour l'avoir. Il faut qu'on nous voie. Donc, votre livre est sorti il y a combien de temps déjà? Oui, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de vos lecteurs et quel a été les retours de vos lecteurs? Alors, mes lecteurs algériens, pas encore. Parce que voilà, donc j'ai pas encore eu ce plaisir d'aller à la rencontre. Mais en France, évidemment, j'ai fait pas mal de ventes dédicaces. J'ai participé encore à plein d'événements. Donc, je rencontre des gens très enthousiastes. Franchement, je suis ravie, étonnée, parce que je pensais que... D'ailleurs, je suis beaucoup plus étonnée en Algérie parce que je pensais que c'était trop fort, le livre, par rapport à cette femme qui prend toutes ses libertés et tout. Et je me rends compte que non, les gens aiment beaucoup. Et c'est sincère, c'est la sincérité, c'est dit dans un esprit, je sais pas, presque de communication, de remise en, voilà, en contact avec le pays et tout ça, de cette période que j'aborde et qui est problématique, mais en même temps qui comporte une espèce d'ouverture vers quelque chose de plus lumineux. En France, oui, les Français, ils aiment bien parce qu'ils comprennent un peu plus. C'est en France, ils sont en demande. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé là-bas. Ils veulent savoir. Ils veulent... ils sont contents de changer d'idée sur les femmes, en fait, parce que c'est une femme libérée. Peut-être qu'ils le ressemblent aussi, quelque part. Ils ne savent pas que ce genre de femmes existent aussi de l'autre côté de la Méditerranée et tout ça. Donc, il y a quand ils ont même... un témoignage d'un écrivain. Ils comprennent un peu mieux l'Algérie. Ils comprennent un peu mieux, ils savent ce qu'on a subi, que les gens, comment ils ont lutté, comment c'est un combat de garder ce qui peut paraître aujourd'hui complètement normal ici en France. Nous aussi, on l'avait en quelque sorte, pas autant, mais on l'avait et on l'a perdu. Donc, ils apprennent, ils sont curieux, ils entendent parler d'islam, des musulmans, d'Algérie et tout ça, mais la littérature, elle humanise. Elle prend son temps, elle explique aux gens et tout ça. Et les gens sont très contents d'avoir ce retour-là, enfin, cette compréhension-là, on va dire. Je voudrais juste qu'on aborde un peu l'état de la littérature en Algérie. On sait que les éditions Coucou et les éditions France Fanon, les 2 éditions dans lesquelles vous avez publié votre livre, subissent des pressions énormes. Déjà, est-ce que vous n'avez pas eu peur que votre livre ne sorte pas, voilà, qu'il soit victime de censure? Est-ce que vous y avez pensé? Oui, bien sûr, parce qu'il devait sortir déjà, je devais participer aussi là, 2024. Je devais y être physiquement. Et comme mon éditeur n'a pas pu être présent parce que voilà, il n'a pas pu, on l'a pas autorisé. Ça, c'était pour le Honneur à crédit, pour mon dernier livre. Mais pour être exposé où? Aussi là. Le Salon international du livre qui a eu lieu en novembre, je pense, 2024. Oui. Donc, oui, j'avais envie d'y être. J'avais envie de participer et tout ça, mais ma maison d'édition n'était pas autorisée à exposer. Le cas de Asri à l'Arbi, les éditions Coucou, c'est pareil. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont interdits pratiquement dans tous les salons. On essaye de les gêner, mais ils se battent. Moi, ce que je retiens des 2 maisons d'édition, c'est que le courage et la combativité sont extraordinaires. On ne peut pas, nous, auteurs, après dire « Oh non, je ne le fais pas » ou « Je retire mon ouvrage ». On voit beaucoup de courage et ça nous encourage nous-mêmes. Ça nous draine, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on a envie de garder une langue, si on a envie de garder la diversité, il faut le vouloir très fort, il faut lutter. C'est un combat. Et le politique, en général, il tranche après selon la demande populaire aussi qui est là, selon la difficulté qu'on leur donne à faire sans nous. Et est-ce que ces maisons d'édition, est-ce que le monde littéraire n'est pas voué à finir comme a fini la presse algérienne? Je pense que même après ce qui s'est passé ces derniers jours,
avec l'affaire Belrit et compagnie. Je pense qu'il prendra en conscience de plus en plus qu'il faut avoir une presse libre dans son pays, que fermer toutes les issues en Algérie d'expression, ça s'exprime ailleurs, hein, c'est récupéré ailleurs. Donc je pense que qu'ils reviendront de ces interdictions et qu'ils ouvriront les champs de liberté d'expression. Les réseaux sociaux, qu'en pense un peu cette... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pense un peu, mais... Oui, c'est sur un réseau social que vous allez apparaître. Oui, ça compense, c'est vrai, parce que c'est tout ce qui nous reste, en fait. Mais bon, je pense que si on continue de se battre, on s'imposera. Ils ne pourront pas faire sans nous. Ils ne pourront pas faire sans la liberté d'expression. Ils ne pourront pas. Et voilà, je le dis comme ça. Et pour les maisons d'édition, il ne faut pas fermer, il faut lutter, il faut rester. Parce que je pense que ce n'est pas tranché. C'est mon point de vue. Oui. Je pense que c'est pas tranché complètement. Il n'y a pas des gens, même là où on pense, même au niveau de l'État, je pense, d'après mes observations politiques, et je suis quand même observatrice de mon État. Donc, je pense que c'est pas tranché. Il y a encore une marge. Et cette marge-là, on doit l'exploiter au max. Au maximum. Il faut rester. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'Algérie bascule surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. On a vu les erreurs, on a vu ce que peuvent faire les islamistes. Le panarabisme a complètement... On a des États en ruine aujourd'hui. Donc, il y a que l'option ouverture qui s'impose aujourd'hui. C'est la démocratie, la liberté d'expression, la diversité. C'est faire chair commune. Tous, c'est la seule issue. On n'en a pas d'autre. Hein. On a essayé le panarabisme, pas fonctionné. L'islamisme, pas fonctionné. Encore, le socialisme, il a un peu, quand même. Il a fonctionné mieux que les deux autres. Voilà, mieux. Par comparaison, je ne dis pas la dictature, mais les aspects socialistes des gouvernances précédentes, il ouvrait un peu sur, au moins, parce que le premier acte qu'ils ont fait après l'indépendance qui était positif, c'est de scolariser un maximum de femmes. Après, ils n'ont pas calculé qu'à cette génération-là de femmes scolarisées, elle n'allait pas réagir comme les grands-mères et les mères qui n'ont pas été à l'école. Donc, l'état d'esprit change. Il y a eu octobre 88, il y a eu les multipartismes, la liberté d'expression, beaucoup de choses. Donc, il y a des choses qui sont négociables dans un état séculaire. C'est beaucoup moins le cas si vous basculez dans l'intégrisme et dans l'autocratique, c'est terminé. On voit très bien les pays qui rentrent là-dedans, ils ne nous en sortent plus. On a l'Iran, on a l'Afghanistan, on a des pays comme ça qui ne s'en sortent pas. Donc, il est clair pour nous qui avons mené des expériences un peu, on a eu en avant, pas première, mais presque, l'islamisme pendant la décennie noire. On l'a battu militairement. Maintenant, il faut aller sur les champs, l'éducation, sur la culture. Il faut remettre les théâtres, il faut remettre le cinéma, le débrider, le laisser s'exprimer librement. Il y a pas une autre issue. Il y a pas, pour s'en sortir comme pays, garder son intégrité, sa souveraineté, sa liberté, on ne peut pas faire autrement que dans un État démocratique. C'est l'option démocratique, la seule qui vaille. Voilà. Et c'est sur cette note positive que je vous remercie, Miessa. Merci pour cet échange. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau podcast. Merci beaucoup, Miessa. Merci à toi. Merci, Kaina. Au revoir.